Pendant mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans une vaste rivière, ne restant jamais au même endroit pour très longtemps. Nous avons vécu au Rhode Island quand j'avais 8 ans, et nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille au collège à Colorado Springs. La plupart de mes souvenirs sont enracinés au Rhode Island, mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau qui appartiennent aux différentes maisons dans lesquelles j'ai vécu plus jeune. La plupart de ces souvenirs ne sont pas clairs et sont inutiles. Moi poursuivant un autre garçon dans la cour d'une maison de la Caroline du Sud. Moi essayant de construire un radeau qui flotterait sur le ruisseau derrière l'appartement que nous avions loué en Pennsylvanie, etc. Mais certains souvenirs restent clairs comme le verre, comme si c'était hier. Je me demande souvent si ce ne sont que des simples rêves reproduits par la maladie dont j'étais atteint ce printemps-là. Mais, au fond de mon cœur, je sais qu'ils sont réels. Nous vivions dans une maison juste en dehors de la bruyante métropole de New Vineland, dans l'état de Maine, population 643, dans une grande bâtisse, surtout pour une famille de 3. Il y avait un certain nombre de pièces que je n'avais pas visitées durant les 5 mois où nous y avons résidé. Dans un certain sens, c'était du gaspillage d'espace. Mais c'était la seule maison du marché qui était à moins d'1 heure du lieu de travail de mon père. Le jour après mon 5e anniversaire, que j'ai fêté seul avec mes parents, la fièvre s'est emparée de moi. Le médecin a dit que j'avais une monocluéose infectieuse, ce qui signifiait beaucoup de repos et encore de la fièvre pour au moins 3 semaines. Ce n'était pas vraiment le moment de rester au lit. Nous procédions à l'emballage de nos affaires pour déménager en Pennsylvanie. Et la plupart de mes choses étaient déjà emballées dans des boîtes, léchant ma chambre vide. Ma mère m'apportait de la boisson gazeuse et des livres plusieurs fois par jour. Et ces derniers servaient tant à ma principale source de divertissement pour les prochaines semaines. L'ennui rôdait toujours dans le coin, attendant de montrer son affreux visage. Je ne me rappelle pas comment j'ai rencontré M. Grandebouche. Je pense que c'était environ 1 semaine après que j'ai été diagnostiquée. Mon premier souvenir de la petite créature et moi lui demandant si elle avait un nom. Il m'a dit de l'appeler Monsieur Grandebouche, parce que sa bouche était grande. En fait, tout sur lui était grand en comparaison de son corps. Sa tête, ses yeux, sa bouche courbée, ses oreilles, mais sa bouche était sans doute plus grande. « Tu ressembles à un Furby », ai-je dit alors qu'il tournait les pages d'un de mes livres. Monsieur Grandebouche m'a renvoyé un regard perplexe. « Un Furby ? C'est quoi un Furby ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. « Tu sais, le jouet, le petit robot avec les grandes oreilles, tu peux le caresser et le nourrir, comme un vrai animal. Hein ?» Monsieur Grandebouche a continué à tourner les pages de mon livre. « Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un vrai ami. » Je me souviens que Monsieur Grandebouche disparaissait à chaque fois que ma mère me payait une visite. « Je suis sous le lit, » m'a-t-il plus tard expliqué. « Je ne veux pas que tes parents me voient, car j'ai peur, ils ne nous laisseront plus jouer. » Nous n'avons pas fait grand-chose durant les premiers jours. Monsieur Grandebouche a juste regardé mes livres, fasciné par les histoires et les images qui s'y trouvaient. Le 3e ou 4e jour après notre rencontre, il m'a accueilli avec un grand sourire. « J'ai un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer, » a-t-il dit. « Nous devons attendre que ta mère soit venue, parce qu'elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. » Après que ma mère soit venue nous donner des livres et des sodas, comme d'habitude, Monsieur Grandebouche est sorti de sa cachette et m'a pris par la main. « Nous devons aller dans la pièce au bout du couloir, » a-t-il déclaré. J'ai refusé, car mes parents m'ont interdit de sortir du lit sans leur permission. Monsieur Grandebouche a insisté, jusqu'à ce que j'accepte. La pièce en question n'avait ni meubles, ni papier peint. Sa seule caractéristique distincte était une fenêtre sur le mur en face de la porte. Monsieur Grandebouche s'y est précipité, il lui a donné une poussée ferme, l'ouvrant. Il m'a donc demandé de regarder en bas. Nous étions au 2e étage de la maison, mais celle-ci était sur une falaise, donc le précipice était plus haut que 2 étages dû à l'inclinaison. « J'aime jouer à faire semblant ici, » a expliqué Monsieur Grandebouche.
Je prétends qu'il y a un grand trampoline sous cette fenêtre. Et je saute. Si tu y penses assez fort, tu rebondiras comme une plume. Je veux que tu essayes. » J'étais un garçon de 5 ans qui faisait de la fièvre. Alors, le seul flash de pessimiste qui était passé dans mon esprit, alors que je regardais en bas considérant la possibilité, était « C'est haut !» ai-je dit. « Mais c'est ce qui est amusant. Ce ne serait pas amusant si ce n'était pas haut. Tu ferais bien de sauter sur un vrai trampoline pendant que tu y es. » J'aimais bien l'idée, m'imaginant tomber en bas dans le vide pour rebondir sur quelque chose d'invisible à l'œil humain. Mais le réalisme en moi a pris le dessus. Peut-être une autre fois, ai-je dit. Je n'ai pas assez d'imagination, je pourrais me faire mal. Le visage de M. Grandebouche a pris une allure féroce, mais seulement pendant un instant. La colère a laissé place à la déception. « Si tu le dis, » a-t-il soufflé. Il a passé le restant de la journée sous mon lit, silencieux comme une souris. Le matin suivant, M. Grandebouche est arrivé en tenant une petite boîte. « Je veux t'enseigner à jongler, » a-t-il annoncé. « Voici quelques trucs avec lesquels tu peux t'entraîner avant que je ne te donne des leçons. » J'ai regardé dans la boîte, elle était pleine de couteaux. « Mes parents vont me tuer !» ai-je crié, horrifié que M. Grandebouche ait apporté des couteaux dans ma chambre, objet que mes parents ne me laisseraient jamais toucher. Je recevrai une fessée et je serai puni pour un an. M. Grandebouche a froncé les sourcils. Mais c'est amusant de jouer avec. Je veux que tu essayes. J'ai repoussé la boîte. Je ne veux pas. J'aurai des problèmes. Les couteaux sont trop dangereux pour être simplement lancés en l'air. M. Grandebouche a froncé les sourcils de plus belle. Il a pris la boîte de couteaux et s'est glissé sous mon lit. Et il y est resté toute la journée. J'ai commencé à me demander combien de temps il restait sous moi. J'ai ensuite commencé à avoir de la difficulté à dormir. M. Grandebouche me réveillait souvent la nuit, disant qu'il avait mis un vrai trampoline sous ma fenêtre, un grand, un que je ne pouvais pas voir dans la noirceur. Je refusais toujours et essayais de me rendormir, mais M. Grandebouche insistait. Parfois, il restait auprès de moi jusqu'à tôt le matin, m'encourageant à sauter. Ce n'était plus amusant de jouer avec lui. Ma mère était venue un matin pour me dire que j'avais la permission de sortir me promener à l'extérieur autour de la maison. Elle a pensé qu'un peu d'air frais me ferait du bien. Surtout après avoir été confinée dans ma chambre pour si longtemps. Tout excitée, j'ai mis mes baskets et j'ai trotté sur le porche arrière, désirant sentir les rayons du soleil sur mon visage. Monsieur Grandebouche m'attendait. « Il y a quelque chose que je veux que tu vois, » a-t-il dit. J'ai dû le regarder bizarrement, parce qu'il a ensuite ajouté « Il n'y a pas de danger, je te le promets. » Je l'ai suivi à l'entrée d'un sentier qui allait dans le bois derrière la maison. « C'est un chemin important, » a-t-il expliqué. « J'ai eu beaucoup d'amis de ton âge. Quand ils étaient prêts, je les ai amenés à l'autre bout de ce sentier, à un endroit spécial. Tu n'es pas encore prêt. Mais un jour, j'espère t'y emmener. » Je rentrais à la maison, tout en me demandant quel genre d'endroit était au bout de ce sentier. 2 semaines après notre rencontre, le dernier chargement de nos choses a été installé dans un camion de déménagement. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père pour le long voyage jusqu'à Pennsylvanie. J'ai pensé à dire à M. Grandebouche que je m'en allais, mais même à 5 ans, je me doutais que ses intentions n'étaient pas pour mon bien, même s'il disait le contraire. Pour cette raison, j'ai décidé de garder secrète la nouvelle de mon départ. Mon père et moi-même étions assises dans le camion à 4 heures du matin, espérant se rendre en Pennsylvanie vers l'heure du dîner, le lendemain. Monsieur Grandebouche m'attendait. « Il y a quelque chose que je veux que tu vois, » a-t-il dit. J'ai dû le regarder bizarrement, parce qu'il a ensuite ajouté « Il n'y a pas de danger, je te le promets. » Je l'ai suivi à l'entrée d'un sentier qui allait dans le bois derrière la maison. « C'est un chemin important, » a-t-il expliqué. « J'ai eu beaucoup d'amis de ton âge. Quand ils étaient prêts, je les ai amenés à l'autre bout de ce sentier, à un endroit spécial. Tu n'es pas encore prêt. Mais un jour, j'espère t'y emmener. »
Je rentrais à la maison, tout en me demandant quel genre d'endroit était au bout de ce sentier. 2 semaines après notre rencontre, le dernier chargement de nos choses a été installé dans un camion de déménagement. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père pour le long voyage jusqu'à Pennsylvanie. J'ai pensé à dire à M. Grandebouche que je m'en allais, mais même à 5 ans, je me doutais que ses intentions n'étaient pas pour mon bien, même s'il disait le contraire. Pour cette raison, j'ai décidé de garder secrète la nouvelle de mon départ. Mon père et moi-même étions assises dans le camion à 4 heures du matin, espérant se rendre en Pennsylvanie vers l'heure du dîner, le lendemain, avec l'aide d'une ration de café infinie et d'une caisse de boissons énergisantes. Il avait plus l'air d'un homme qui allait courir le marathon plutôt que quelqu'un qui allait rester assis pendant 2 jours sans bouger. « Assez tôt pour toi ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et ai placé ma tête contre la vitre, espérant pouvoir dormir un peu avant que le soleil ne se lève. J'ai senti la main de mon père sur mon épaule. « C'est la dernière fois, ma puce. Je te le promets. Je sais que c'est difficile pour toi, malade comme tu l'as été. Lorsque papa aura eu sa promotion, nous pourrons nous relaxer et tu pourras te faire des amis. » J'ai ouvert mes yeux alors que nous sortions du stationnement. J'ai vu la silhouette de M. Grandebouche dans la fenêtre de ma chambre. Il s'est tenu immobile jusqu'à ce que le camion soit dans la rue. Il m'a tristement envoyé la main, tenant un couteau à viande dans l'autre. Je l'ai ignoré. Des années plus tard, je suis revenue à New Vailard. La terre sur laquelle notre maison se tenait était vide, excepté la fondation de la maison, qui avait pris feu quelques années après que ma famille soit partie. Avec curiosité, j'ai suivi le sentier que m'avait montré M. Grandebouche. Une partie de moi-même s'attendait à ce qu'il saute derrière un arbre pour me faire la peur de ma vie, mais j'ai senti qu'il était parti, attaché à la maison qui n'existait plus. Le sentier menait au cimetière mémorial de New Vailard. J'ai remarqué que plusieurs tombes appartenaient à des enfants.